Grande rencontre de l'Alliance RHDP qui vient de remporter la présidentielle de dimanche. Un concert pour célébrer le deuxième mandat du président Ouattara obtenu au soir du 25 octobre. La fête a eu lieu au Golf Hotel sur initiative de la Direction nationale de campagne. En économie, la Côte d'Ivoire vient de gagner 5 points sur le classement Doing Business de l'édition 2016 de la Banque mondiale. Progression à saluer même si le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan souhaite voir le pays figurer parmi les 50 premières économies mondiales. En sport football, c'est bien la Côte d'Ivoire qui sera au Rwanda l'an prochain pour le CHAN 2016. Les éléphants ont pris le dessus cet après-midi sur le Ghana, 1-0 en match retour des éliminatoires de la zone Ouest B. Puis, à l'étranger, en Syrie, 40 personnes dont un enfant ont été tuées ce matin par des tirs de roquettes contre un marché à Douma, fief rebelle situé à l'est de Damas, annonce faite par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Après une conquête du pouvoir d'État réussie, place à la célébration dans les rangs du Rassemblement des eaux-fautistes pour la démocratie et la paix. La Direction nationale de campagne de l'Alliance, de partis politiques qui vient de remporter provisoirement la présidentielle, a initié avant-hier nuit un concert. Il a eu lieu au Golf Hotel d'Abidjan en présence du candidat vainqueur Alassane Ouattara. Le récit d'Abou Sanogo. Golf Hotel dans la commune de Cocody ce mercredi 27 octobre. Le stade de ce grand réceptif hôtelier, chargé de symboles et riche en histoire, a connu une grande ambiance. La direction nationale de campagne du RHDP a voulu ainsi associer tous les militants à la victoire du candidat Alassane Ouattara avec un score sans appel de 83,66%. Vêtus de t-shirts et autres accessoires à l'effigie du président réélu, les militants et sympathisants du RHDP venus de toutes les communes du district d'Abidjan n'ont pas boudé leur plaisir. Heureux qu'ils étaient d'avoir participé au triomphe de leur champion, Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP. Onguès Bonsens, Force One, DJ Arafat, TNT et José, pour ne citer que ceux-là, ont réussi à faire danser les personnalités et les nombreux militants qui ont fait le déplacement. Et c'est sous le coup de 22 heures que le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse sont arrivés. Un tour d'honneur pour saluer et remercier ce grand monde. La fête en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara, a tenu toutes ses promesses au stade du Golf Hotel. Le vent de la célébration de la victoire du RHDP à la présidentielle a aussi soufflé à Adjamé. L'Union des femmes commerçantes de la commune a fêté la réélection d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Patricia Oumouitia. Fête populaire à Adjamé. L'association des femmes commerçantes pour la victoire d'Alassane Ouattara est en fête. Elles sont sorties nombreuses pour célébrer la réélection du président Alassane Ouattara. À cette rencontre, qui a pris l'allure d'une fête foraine, la directrice de campagne chargée de la mobilisation féminine et les autorités de la commune ont exprimé joie et satisfaction. C'est des sentiments de joie et surtout de fierté. Je suis très fière d'être ivoirienne, très fière de mes compatriotes qui ont mené une pré-campagne, une campagne et un scrutin vraiment dans un climat apaisé. Et c'est un grand bonheur de voir que les Ivoiriens aujourd'hui donnent une leçon au monde entier, une leçon de démocratie. Les femmes se sont également réjouies de cette victoire. 83,66%, c'est pas petit, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous, les femmes d'Adjamé, nous avons décidé depuis 9 heures de faire balle poussière sur le marché. Plusieurs groupes de danse ont apporté une note de gaieté à cette célébration. L'Union des femmes commerçantes pour la victoire d'Alassane Ouattara regroupe en son sein des associations de femmes commerçantes du district d'Abidjan sans distinction de région ou de religion. Le président Alassane Ouattara se succède à lui-même. Il a obtenu un peu plus de 83% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de dimanche dernier. Des chiffres donnés par la commission électorale indépendante
Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers le Conseil constitutionnel qui a pris la relève dans la vérification des procès-verbaux afin d'annoncer le résultat définitif. Retour ce soir sur les attributions justement de ce Conseil constitutionnel, de combien de temps dispose l'institution pour publier les résultats définitifs. Un focus d'Amza Diaby. La Commission électorale indépendante a proclamé récemment les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Il appartient maintenant au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats définitifs selon l'article 94 de la Constitution. L'institution veille à la régularité des principales élections et référendums. Selon le Code électoral, la CEI communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires. À partir de cette proclamation, les candidats, eux, ont 5 jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui, une fois saisi, a 7 jours à partir de la réception des procès-verbaux pour statuer sur les éventuelles réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. Il est bon de savoir que le Conseil constitutionnel, en plus d'être le juge du contentieux électoral, est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et à ce titre, il contrôle la conformité des lois et accords internationaux à la Constitution. 7 membres composent le Conseil constitutionnel, un président nommé par le chef de l'État pour une durée de 6 ans non renouvelable et 6 conseillers nommés eux aussi pour la même durée. 3 des conseillers sont désignés par le président de la République et 3 autres par le président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est membre de l'ACPUF, l'association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français. Et 5 jours après la présidentielle, les organisations et associations se succèdent pour féliciter les acteurs politiques et le peuple ivoirien. C'est le cas de la coordination des ONG et associations de l'espace CEDEAO qui a été observatrice de ce scrutin. L'organisation a rencontré le médiateur de la République pour lui remettre son rapport préliminaire. Éric Goré, Serge Coléa. Processus électoral sans violence, un scrutin transparent dans un climat apaisé. C'est le constat fait par la mission d'observation des élections de la société civile de l'espace CEDEAO. Ces observateurs se sont réjouis du bon déroulement de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Selon le chef de mission, la présidentielle de 2015 a respecté toutes les règles de démocratie. Cette audience se situe dans le cadre des différentes missions que nous avons eues à observer dans le pays. Tout s'est bien passé pour ce que nous avons vu sur la terre ivoirienne. Et c'est à féliciter dans la sous-région. Le grand médiateur s'est félicité de l'esprit patriotique qui a prévalu en cette année électorale. Les premiers mots qui m'animent sont des mots de satisfaction pour le bon déroulement des élections qui viennent de se passer dans le pays. En général, en Afrique, on a habitué les gens toujours à l'occasion des élections de nous entrechamailler, de même discuter quelquefois. La mission d'observation des élections de la société civile de l'espace CEDEAO a remis son rapport au grand médiateur de la République. Le secrétaire d'État à la santé publique du Tchad a été reçu aujourd'hui à la primature en audience par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef du gouvernement ivoirien et son hôte ont évoqué la tenue de la 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS prévue à N'Djamena. Lansine Bakayoko, Sidonie Davila. Cette audience a permis au secrétaire d'État tchadien Hassan Guéadoum de faire le point des préparatifs de cette 65e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS et surtout d'inviter les autorités ivoiriennes à prendre part à ces importantes assises au niveau de la santé. Il s'agit donc d'une invitation pour la participation du président Alassane Dramane Ouattara à l'ouverture de la 65e session du comité régional de l'OMS Afrique qui se tiendra au Tchad du 23 au 27 novembre 2015.
Dans la valise de l'émissaire du président Idriss Déby, également d'autres sujets liés notamment à la coopération entre Yamoussoukro et N'Djamena. Dans le cadre de cette coopération bilatérale, nous sommes porteurs d'un message du président de la République du Tchad à son Excellence, Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc nous avons remis ce message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il puisse le transmettre à son illustre destinataire. Le gouvernement ivoirien, a-t-il assuré, a réaffirmé sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour la réussite de la 65e session du comité régional de l'OMS. Ce comité est composé des ministres de la Santé des 47 pays membres de l'OMS en Afrique. Son but est de définir les politiques de santé et d'approuver le budget ainsi que le programme de travail de l'OMS dans la région. En économie, je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire vient de gagner 5 points sur le classement Doing Business de l'édition 2016 de la Banque mondiale. Progression à saluer, même si le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan souhaite voir le pays figurer parmi les 50 premières économies mondiales. Les précisions de Lansine Bakayoko dans un récit d'Adama Kone. À ce classement Doing Business Focus 2016, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places, passant du 147e au 142e rang. Une avancée à minima. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Car nous ne sommes pas cette année, il faut le souligner, parmi les 10 pays top performateurs dans le monde. Effectivement, sur les 2 précédentes années, la Côte d'Ivoire avait réalisé la prouesse d'engranger 30 points. 3 principaux facteurs ont conduit à cette légère performance cette année. Le retard dans la prise de texte en raison de la faible réactivité cette année des administrations concernées. Le retard ou la faiblesse de la mise en œuvre effective des mesures prises au plan législatif et réglementaire sur le terrain. Du fait que les usagers n'ont pas accès ou n'ont pas eu accès à l'information et à l'utilisation effective des services rendus par certaines administrations concernées. Le faible rendement de l'organisation du travail lié au manque de synergie d'action ou encore une duplication des actions au niveau des acteurs publics nationaux, départements ministériels ou agences. Néanmoins, l'objectif reste de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 premiers pays au monde du classement Doing Business de la Banque mondiale au plus tard en 2018, donc bien avant 2020. Pour ce faire, nous allons instituer des visites périodiques d'inspection par les ministres concernés, voire par le Premier ministre, pour le temps qu'il sera nécessaire afin de rendre les réformes effectives sur le terrain. Par ailleurs, le gouvernement aura probablement à revoir le dispositif institutionnel pour lui insuffler plus de répondants, lui permettant d'assurer une mise en œuvre plus efficace, un suivi plus rapproché et plus efficace donc des décisions et des mesures arrêtées. Je demanderai notamment aux ministres de les examiner afin de proposer très rapidement au gouvernement un calendrier réaliste et à leur portée. L'approche doit être de privilégier d'abord les réformes, sans doute dites petites, mais qui peuvent avoir un impact certain et rapide sur l'environnement des affaires et dans le classement Doing Business. Ces mesures devraient conduire à un formidable rebond dans le prochain classement. Rappelons que le Doing Business mesure la facilité à faire des affaires dans un pays. Demain, dimanche 31 octobre 2015, sera célébrée la Journée internationale de l'épargne. À la veille de l'événement, la rédaction de RTI 1 vous propose un sujet sur la situation de l'épargne en Côte d'Ivoire. Il est signé d'Armand Boui et d'Abou Sanogo. L'épargne se définit comme la partie du revenu qui est mise de côté, qui n'est pas affectée à la consommation immédiate. Au moment où les pays du monde célèbrent l'épargne, on se demande si les consommateurs ivoiriens, essentiellement du secteur informel, épargnent. Je suis taxé depuis 10 ans. Ça me permet de mettre un peu d'argent de côté. J'ai fait un peu d'économie, 2000 francs par jour. Quand je gagne, je garde. Jusqu'à la fin du mois, je prends mes affaires. Chaque fin de mois, je garde quelque chose de côté. Tout le monde peut épargner. Même une vendeuse d'arachides, une vendeuse d'eau glacée peut épargner. Ça, c'est une obligation pour moi. Le transport est tellement cher que quand on vient, on vend souvent, tu n'arrives pas à te retrouver. Les chauffeurs nous disent qu'ils payent le pont à 2500, donc ils sont obligés d'augmenter le transport pour s'en sortir. Donc c'est pas facile d'économiser. Et ce qu'on devait gagner là, c'est ça, on ajoute sur le transport. La couture, c'est pas facile parce que non seulement le tissu est cher, les impôts, la mairie,
le loyer. C'est pas facile pour nous d'épargner. Si au regard des déclarations des consommateurs, les opinions divergent, les spécialistes, eux, estiment que la situation est à améliorer. Ce qu'on note, c'est que quand on regarde les statistiques globales, c'est-à-dire le pourcentage d'épargne totale dans le PIB, on se rend compte que quand même ça tourne autour de 20-21%. Donc ce qui montre que c'est quand même encore faible. Voilà, donc on pourrait faire mieux. En économie, l'épargne revêt différentes formes et obéit à des critères. Ces différentes formes d'épargne peuvent être regroupées en deux grandes formes. On a donc l'épargne liquide, c'est-à-dire donc ce que nous mettons à côté, tel que la thésaurisation, ou même l'épargne qui se retrouve, qui sont dans les comptes courants, ce qu'on appelle l'épargne liquide. Et on a l'épargne qu'on peut investir, c'est-à-dire les placements dans des comptes d'épargne, dans des actifs financiers comme les actions, les obligations. Quand on regarde un peu, selon la théorie économique, il y a dans la consommation d'un individu, il y a la partie qui est incompressible, c'est-à-dire la partie qui ne dépend pas du revenu, et la partie qui est, je peux dire, qui dépend du revenu. Alors, il faut quand même faire un effort pour épargner le surplus. Selon les spécialistes, pour pallier le faible niveau de l'épargne, les décideurs doivent sensibiliser la population. Celles-ci doivent prendre conscience de leurs responsabilités, même si cette option dépend pour l'essentiel du niveau des revenus. Une date à retenir, demain samedi 31 octobre, la journée internationale de l'épargne. Dans un autre registre, la cérémonie mensuelle de prise d'armes du commandement des forces terrestres a repris de plus belle après une interruption due à la présidentielle. La cérémonie s'est déroulée en présence de son commandant, le général de brigade Gaoussou Soumaoro. Elle a eu lieu hier à la place d'armes du commandement des forces terrestres. C'était en présence d'Hamza Diaby. Le commandement des forces terrestres a repris son rassemblement mensuel. Après la revue des troupes aux ordres du chef d'escadron Guéfié Pacom, le général de brigade Gaoussou Soumaoro s'est adressé à l'ensemble des militaires ainsi qu'aux chefs de corps présents tout en marquant sa satisfaction pour l'attitude adoptée par ces hommes lors de la période électorale écoulée. Avec assurance, je puis vous garantir ma satisfaction comme celle du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui ne manquera manifestement pas à son tour de vous l'exprimer. Si les élections présidentielles d'octobre 2015 constituaient pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire un défi majeur, elles ne sauraient nous faire basculer toutefois dans l'autosatisfaction. Il nous reste en effet à relever un autre défi de taille, celui de la professionnalisation. C'est en cela que nous avons le devoir de réussir également la sécurisation des joutes électorales à venir, à savoir les législatives, les régionales, les municipales, les référendaires. C'est la raison pour laquelle je demanderai à chacun de nous de se préparer moralement et physiquement à poursuivre l'excellent travail entamé. Un point d'honneur a été mis sur la discipline au sein des forces terrestres, essence même de la réussite des missions. Puis s'est tenue une réunion de commandement pour faire le bilan des activités et annoncer les perspectives. Le Niger s'inspire du modèle ivoirien en matière de formation technique et professionnelle. Une délégation du ministère de l'enseignement technique du Niger séjourne en ce moment dans le pays. Elle s'est rendue à Bouaké et à Yamoussoukro à la découverte notamment de l'École supérieure des mines et géologie de l'INPHB, l'Institut national polytechnique, Félix Houphouët-Boigny. Kader Sogodogo. Le système de formation professionnelle ivoirien intéresse la République du Niger. Ce pays veut copier le modèle ivoirien en vue d'une formation efficace de ses futurs cadres. À cet effet, une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministère nigérien de la formation professionnelle et technique est en Côte d'Ivoire pour une visite à laquelle s'associe le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Cette visite s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la coopération sud-sud et de façon spécifique dans le renforcement de nos relations avec le Niger dans le domaine donc, de l'éducation-formation.
Après Boaké, la délégation s'est rendue à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette école a en son sein 89 étudiants venus du Niger pour être formés au métier du pétrole. Nous accueillons des étudiants du Niger pour leur formation dans nos différentes écoles, principalement à l'école supérieure des mines et de géologie. Ils s'intéressent donc à la filière pétrole parce que le Niger va probablement devenir un de grands pays pétroliers dans les années à venir. Pour la délégation du Niger, le modèle de formation ivoirien va faire école dans leur pays. Grâce à un projet d'appui à la formation professionnelle et technique, financé par la BAD, développer une école à mines et pétrole. Et comme nous savons que la République de Côte d'Ivoire a acquis une certaine expérience dans ce sens, nous avions effectué le déplacement pour que notre école aille de l'avant. D'autres établissements professionnels et techniques seront visités par la délégation nigérienne pendant son séjour en terre ivoirienne. Dans la Côte d'Ivoire profonde, le village de Sanwoukro, situé dans la région du Sud Komoué, a un nouveau centre de santé équipé. L'ouvrage sanitaire a été construit par le Conseil régional du Sud Komoué en vue, évidemment, d'améliorer les conditions de vie des populations. Le montant de cet hôpital est estimé à près de 50 millions de francs CFA. Mamadou Kwasi. Village du département d'Aboisseau est désormais un village soulagé. Les populations de cette localité parcouraient des dizaines de kilomètres pour bénéficier des premiers soins en cas de maladie ou de blessure. Et pour le faire, il fallait être transporté à vélo, à moto ou encore sur des tracteurs. Cette situation est désormais inscrite au passé car ce village dispose depuis quelques jours d'un centre de santé composé de dispensaires et d'une maternité. En plus du bâtiment, le logement du corps médical et du matériel biomédical, le tout d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, un don du Conseil régional du Sud Komoué. Pour le président de cette structure, à Kaolé, le bien-être de la population constitue un axe essentiel de sa politique de développement. Rassurer les populations que le gouvernement, par le biais des collectivités territoriales, se préoccupe de leur état de santé et veut contribuer à leur bien-être. En remettant les clés, le sous-préfet et les responsables de la santé de la région du Sud Komoué ont invité la population à prendre soin de ces dons. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au Conseil régional pour ses actions de développement en leur faveur. Après Apoasso, Cap-sur-Sanwoukro, un autre village du département d'Aboisseau. Ici également, le Conseil régional du Sud Komoué a réalisé une maternité avec équipement, le tout d'une valeur de 46 millions de francs CFA. Les nouveaux-nés de cette maternité et leur mère ont reçu des mains du président du Conseil régional de l'eau. Des dons qui réjouissent ces populations du Sud Komoué qui depuis longtemps attendaient la réalisation de ce rêve, vu de plusieurs décennies. Ces populations s'engagent à la préservation de cette maternité tout en souhaitant bénéficier d'une ambulance. Une doléance que le président du Conseil régional promet satisfaire dans les mois à venir. Après le sud, direction le nord-est du pays, on y retrouve le parc national de la Komoué. Cette réserve biosphère et patrimoine de l'UNESCO est fortement menacée par un phénomène, celui de l'orpaillage. Une campagne de sensibilisation est menée pour faire comprendre aux populations les dangers liés à cette activité illégale. On retrouve Mamadou Kwasi. L'orpaillage a atteint des proportions inquiétantes dans la région de Boukani. Même le parc national de la Komoué, réserve biosphère et patrimoine de l'UNESCO, n'échappe pas à ce phénomène. Face à cette situation, une campagne de sensibilisation est menée en faveur des populations riveraines. Pour cette première étape, c'est le village de Flaké-Dougou qui accueille l'équipe de campagne. Selon le directeur régional des mines et de l'industrie, une 60aine de sites clandestins a été enregistrés dans le district du Zanzan. Soutenus par les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, ils ont présenté les dangers de cette activité illégale sur l'environnement ainsi que sur la santé des populations. Le colonel Adama Tondo Soma, directeur général de l'OIPR, a indiqué qu'après la phase de sensibilisation, sa structure va passer à la phase de répression. Je voudrais vous signaler, chère population de Flaké-Dougou, que l'orpaillage n'est pas une activité lucrative dans un parc, parce qu'il va empêcher les populations d'avoir des retombées économiques lorsque ce parc sera valorisé. Depuis le premier trimestre 2015, une centaine de personnes ont été interpellées pour une activité illégale dans le parc national de la Komoué. Les populations de Flaké-Dougou s'engagent à être des ambassadeurs pour la protection et la sauvegarde de cette réserve mondiale d'une superficie d'1 150 000 hectares. Le Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés poursuit sa mission à travers le pays. Sur 1303 dossiers, 720 ont pu être traités et les propriétaires sont en possession de leurs biens.
Le comité continue de recevoir des plaintes et entend tout mettre en œuvre pour que tous les cas d'occupation illicite soient bannis. Kader Sogodogo. Le Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés fait l'état des lieux de la mission à lui assignée par l'État de Côte d'Ivoire. Sur 1303 cas de plainte, 720 personnes ont pu récupérer leurs biens, 196 en cours de règlement et 385 en attente. Voici ainsi dressé le tableau au plan national. Dans la région de Gbeke, sur 653 dossiers, 361 plaignants ont été satisfaits, quand 91 sont en cours de traitement et 201 en attente. Le comité est tout simplement en action. L'opération se poursuit, elle a été initiée depuis en 2013, elle se poursuit et elle se poursuivra jusqu'à ce que la dernière maison soit libérée. J'ai reçu une mission, j'ai eu un ordre de mission, une feuille de route, je poursuis ma mission jusqu'à ce que ma hiérarchie me dise stop. Un des défis majeurs du comité était de déloger des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui avaient occupé illégalement des sites. Depuis le 30 juin, cela est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, on doit dire qu'il n'y a plus de militaires dans les sites publics privés. On a aussi reçu pour mission d'aller département en département pour nous assurer de l'effectivité de leur départ. La mission du Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés court jusqu'au traitement du dernier cas. En sport football, c'est bien la Côte d'Ivoire qui sera au Rwanda l'an prochain pour le CHAN 2016. Les éléphants ont pris le dessus cet après-midi sur le Ghana. 1-0 en match retour des éliminatoires de la zone Ouest B. Les Black Stars l'avaient emporté 2-1 à Accra, mais la Côte d'Ivoire passe par le but à l'extérieur. Un petit but aura suffi au bonheur des éléphants. Une balle de Jimo Sheriff bien coupée par Boakofi Devi à la 35e minute de jeu au cœur de la défense ghanéenne. C'est avec beaucoup de détermination que les éléphants ont attaqué la partie. Battus 2-1 à Koumassi il y a 2 semaines, ils ont vite mis le rouleau compresseur en place et empêché le Ghana d'avoir le contrôle du jeu. Nguessan Serge et ses camarades ont bien quadrillé le terrain et ils seront récompensés par le but de Boakofi Devi. Un score qu'ils tiendront jusqu'à la fin du match à la grande satisfaction de Michel Ducieux. Une grande satisfaction parce que c'était un beau challenge que l'on avait à relever de priver le Ghana, vice-champion d'Afrique puisqu'ils étaient finalistes lors du dernier et toujours qualifiés pour le CHAN, de les priver de la route pour le Rwanda. Donc c'est une belle performance et je suis très heureux évidemment et très fier des garçons. La Côte d'Ivoire est le 15e pays qualifié pour la phase finale du CHAN 2016, prévu du 16 janvier au 7 février prochain au Rwanda. L'actualité sportive, c'est aussi la Coupe du monde de rugby. À l'affiche de la finale, l'Australie face aux All Blacks. La finale de la 8e Coupe du monde opposera 2 vieilles connaissances pour un grand classique du rugby planétaire. L'affiche All Black Wallabies est la plus usitée du rugby mondial. Les 2 équipes s'affronteront pour la 155e fois depuis 1903. Ils sont au firmament du rugby international. L'Australie et la Nouvelle-Zélande vont s'affronter samedi en finale de la Coupe du monde de rugby au terme de 6 semaines de compétition. Et la bataille s'annonce rude pour les Wallabies qui font face aux tenants du titre. Les All Blacks comptent dans leur rang certains des meilleurs joueurs du monde, parmi lesquels leur capitaine Richie McCaw ou encore l'ouvreur Dan Carter qui avait raté la finale il y a 4 ans à cause d'une blessure. L'objectif des All Blacks est clair, devenir la première équipe à remporter 2 fois de suite le tournoi. Mais il faudra d'abord trouver une faille chez son adversaire australien. On essaie juste de se préparer du mieux que l'on peut afin d'être prêt d'ici samedi, pour ne pas laisser à ces gars trop d'opportunités parce qu'ils sont dangereux. Ils n'ont pas beaucoup de faiblesses, donc il va falloir les trouver. L'Australie a su faire preuve d'une solidité constante tout au long de la compétition, battant l'Angleterre et le Pays de Galles en phase de poule avant d'éliminer les Écossais puis les Argentins en demi-finale. Un an à peine après avoir pris les rênes de l'équipe, l'entraîneur Michael Cheika a su construire une équipe soudée. Rien ne crée plus de liens dans une équipe que de travailler dur tous ensemble, transpirer un peu, cracher un peu de sang ensemble. Tout cela construit le respect. Pendant des mois, j'ai vu cette équipe faire ça. Les 2 équipes espèrent décrocher leur 3e consécration en Coupe du monde.
Avec 8 défaites contre seulement une victoire face aux All Blacks depuis 2011, les statistiques ne sont pas vraiment du côté des Australiens, qui peuvent toutefois se raccrocher à leur succès d'août dernier contre les Néo-Zélandais. Ils retrouveront leur meilleur ennemi pour la première fois en finale, samedi, à Twickenham. Toujours à l'étranger, on termine avec ces images de la Syrie. 40 personnes, dont un enfant, ont été tuées ce matin par des tirs de roquettes contre un marché de Douma, fief rebelle situé à l'est de Damas. Annonce faite par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Par ailleurs, dans le centre de la ville septentrionale d'Alep, et toujours selon cette organisation, au moins 15 civils, dont 4 enfants, du quartier d'Al-Marayer, sous contrôle des rebelles, ont péri lors de raids d'avions, apparemment russes. En outre, 42 personnes sont blessées ou portées disparues. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur l'application RTI Mobile.